Parole des premiers. Parole des premiers. Ils ont gouverné ou occupé la première place hier. Aujourd'hui, ils regardent et commentent l'actu d'un autre œil. Si vous étiez ce jour aux affaires, que feriez-vous? Parole des premiers, nous recevons aujourd'hui Madame Agia Sarandaraba Kaba, ancienne ministre de la promotion féminine et de l'enfance. Madame la ministre, merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Merci à vous aussi. D'accord. Alors, Parole des premiers, on s'intéresse à vous aujourd'hui dans la fonction que vous avez occupée en tant que ministre. Expliquez-nous un peu, d'ailleurs, quelle était la dénomination réelle de votre département ministériel? Parce que souvent, il y a des changements. Quand je suis rentrée au gouvernement en 1996, le département s'appelait le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Ce ministère avait été constitué de l'ancien ministère de la promotion de la femme et de l'enfant et une partie du ministère du Travail et des Affaires sociales. Donc, les affaires sociales ont été ramenées au niveau de la promotion féminine. Et donc, c'est en fait un nouveau ministère qui a été créé et qui jumelait à la fois la promotion de la femme, l'enfance et l'action sociale. Donc, c'était un premier du genre. C'était la première fois que cela arrivait sous la Deuxième République. Et quel était le but visé par ce changement? Je pense que en regardant le contexte dans lequel ce gouvernement a été constitué en 1996, c'est un gouvernement qui a été constitué dans une situation de crise. En 1996, Sidya Touré a été appelé par le président Lansana Conté pour, je crois, venir relever le pays parce que l'économie en avait beaucoup de problèmes, notamment des difficultés avec les principaux partenaires financiers de la Guinée. Et donc, c'est pour cela qu'il fallait procéder à une réforme et une rationalisation de la structure du gouvernement. C'est pour cela que l'action sociale, les affaires sociales ont été ramenées au niveau de la promotion de la femme et de l'enfance. Et vous faisiez quoi avant de rejoindre le gouvernement? Écoutez, moi j'ai démissionné de la fonction publique dès que le président Sékou Touré est mort en 1984. Je suis allé au secteur privé. J'ai été le premier pharmacien privé autorisé à ouvrir une officine en avril 1985. En juillet 1985, dans le fameux coup d'État colonel Gara Traoré, ma pharmacie a été saccagée à Madina. Donc j'ai rouvert finalement en 1986, juste après le docteur Manizé Collier. Mais de 1986 donc jusqu'à 1996, moi j'étais dans le secteur privé, je n'étais pas fonctionnaire de l'État. J'avais une officine que je gérais, je participais à une association, le groupement des femmes d'affaires de Guinée, dont la présidente est Madame Tété Nabé. Donc avant de rentrer au gouvernement, je n'étais pas fonctionnaire de l'État. Alors, comment vous avez été appelé, approché pour participer à ce gouvernement? Les conditions de votre nomination, est-ce qu'on vous a recommandé ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, ça c'est l'anecdote autour de ma nomination. Comme je vous l'ai dit, de 1986 à 1996, moi j'étais dans le secteur privé et dans une association de femmes. J'étais allée à Pita, dont le maire, M. Ba, était un grand ami à moi. Il m'a dit, écoute, Daraba, tu fais beaucoup de formations pour les femmes. Moi, je suis devenue maire de Pita. Je veux que tu viennes m'aider à former les femmes de Pita. Je lui ai dit, bon, en 1996, moi, j'étais quand même à la tête de la première fédération d'ONG du pays. La coordination des ONG féminines de Guinée qui avait été constituée en novembre 1992. Oui.
Donc, j'ai dit, j'accepte à condition que je fasse venir les femmes de toutes les préfectures de Guinée. Et c'est ce qui... Que ça ne se limite pas à Pita seulement. Donc, j'ai fait venir les femmes en 1996, les membres de la COFEG, donc la coordination des ONG féminines. Et la réunion a eu lieu en fin juin, début juillet 1996. Je finis donc cette formation. Moi, j'arrive à Conakry le 6 juillet 1996. Oui. Je trouve une commission. Ma grande sœur me dit, écoute, ton copain est revenu de Côte d'Ivoire, il te cherche. Votre grande sœur de lait? C'est de lait. Oui. Madame Aminata Daraba, qui me dit, Sidia Touré te cherche partout. Il semble qu'il ait besoin de toi. Bon, je dis, écoute, Sidia Touré, il me cherche pourquoi? Lui, il est riche. C'est un ami d'enfance avec lequel j'ai maintenu les relations, même s'il n'était pas en Guinée. Oui. Alors, j'ai banalisé, en fait. Mais ma sœur a insisté pour dire, écoute, Sidia Touré veut vraiment te voir. Il faut que tu le vois. Oui. C'était un samedi. Je dis, bon, le lundi, je le verrai. Alors, le lundi, je vais effectivement voir Sidia Touré à l'immeuble Brikimomo, à Kaloum. Je le trouve avec Boubacar Bari. Et il me dit, mais Sarah, je suis contente de te revoir, je te cherche. Il semble que tu étais en train de former des femmes à l'intérieur du pays. Je dis oui. Il dit, j'ai besoin de toi. Le président Conté m'a fait venir pour l'aider à travailler sur la situation économique du pays. Alors, moi, je lui dis, ah, c'est bien, si tu peux nous aider, parce que tu as quand même une expérience, tu as été directeur de cabinet de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, et tu es chef d'entreprise, parce que je voudrais rappeler que Sidia Touré a une grosse activité agricole dans son village. Il a fait vraiment du développement communautaire au niveau de son village, pas loin de Bokeh. Et donc je dis, tu peux nous aider. Il me dit, bon, tu vas m'accompagner quelque part. Bon, j'avoue, puisque c'est un ami d'enfance et que chaque fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais manqué l'occasion d'aller le voir. On déjeunait ensemble, on se rencontrait, les anciens amis du lycée classique de Donka. Oui. On est restés très attachés l'un à l'autre. Donc, il vous demande de l'accompagner pour quelque part. Quelque part. Bon, moi je crois... quelque part, là, c'est... C'est le camp Samori. D'accord. Alors, il m'amène au camp Samori. Oui. Et puis, je lui dis, mais Sidia, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Il dit, non, je viens voir quelqu'un. Je dis, bon, je le suis. On monte dans un immeuble. Il vient, il m'introduit dans un salon et il m'installe. Dans le salon, il y a des fauteuils, mais il y a un grand rideau qui tombe juste devant les fauteuils. Et puis, il m'assoit là, il me dit, attends-moi. Alors, je reste 30 minutes, il n'y a personne, je suis seule. Oui. Il me dit, attends-moi. En fait, j'étais déjà dans le bureau du président Conté. Moi, je ne savais pas. Et je commence à me... Je ne suis pas très patiente dans ce genre de choses. Je dis, mais Sidia Touré, il m'a amené pour m'installer dans un salon... Là où je ne connais pas ce truc-là, à part que c'est un camp militaire. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, c'est le président Conté qui me répond, derrière le rideau, il dit, madame, ce n'est pas Sidia Touré qui a besoin de vous, c'est moi. Ah. Alors, je reconnais la voix. Vous avez reconnu la voix? J'ai reconnu la voix, oui. Mais j'étais surprise parce que je n'avais jamais eu de rencontre avec le président Conté auparavant. Alors, j'étais interloquée, je dis... Alors, je me lève pour me rassurer que c'est bien le président Conté. Je me lève, j'ouvre les rideaux, je vois le président Conté assis au fond de la salle avec Sidia Touré et Almami Fodé Sylla, paix à leur âme. Alors, il me dit, madame, avancez s'il vous plaît, venez. J'étais très surprise. Je me rapproche.
Il me dit, asseyez-vous, c'est pas Sidya Touré qui a besoin de vous, c'est moi. Il dit, prenez place. Je m'assois. Il me dit, c'est vous, Daraba Saran? Je dis oui. Il me dit, madame, c'est moi qui vous ai fait venir. Nous avons fait une enquête autour de vous. Vous êtes compétente, vous êtes intègre, vous avez une vie de famille stable et vous aimez la Guinée. Je voudrais que vous acceptiez de rentrer dans mon gouvernement pour travailler pour le pays. Alors, j'étais surprise, je tombais de haut. Parce que depuis que le président Sékou Touré était mort, moi, je n'avais plus aucun lien avec l'administration publique du pays. Alors, de but en blanc, on vient vous dire « entrez dans un gouvernement ». Ça faisait plus de 10 ans que j'avais quitté l'administration. Oui. Alors, sous le coup de la surprise, j'ai dit, mais président, moi je ne suis pas membre du PUP. Oui. Ça a été ma première réaction. Il dit, oui, on sait que vous n'êtes pas membre du PUP. Parce que, soit dit en passant, au moment où cela se passait, le RPG se réunissait dans la cour, dans ma cour. À l'époque, vous appartenez au RPG? Non. Vous appartenez à quel parti? Aucun parti politique. D'accord. Mais j'avais reçu les réunions du RPG parce qu'ils avaient été expulsés de là où ils avaient été après les élections de 1993. C'était la section RPG de Ratoma qui était dirigée par un des voisins à nous, à Taouya, qui était venu demander à mon mari de l'autoriser à tenir ces réunions chez nous parce que nous avons une cour fermée. Bon. Alors, nous, on a des liens de famille avec le président Alpha Condé. Sa nièce, la fille à sa grande sœur de même mère, même père, a épousé mon petit frère de même mère, même père. Et ça, depuis septembre 1980. Donc, ce n'est pas une histoire de RPG. Et moi, c'est une question de famille. Donc, quand j'ai vu que le parti a été expulsé, n'est-ce pas, de la concession où le RPG se réunissait, ils sont venus nous demander. Pour nous, c'était naturel. C'est naturel. On a reçu le parti donc chez nous. Donc, votre premier réflexe pour le président, vous dites que vous n'êtes pas de son parti. Je dis, je ne suis pas parti. Il dit, je le sais. Il dit, je le sais. Je vous dis qu'on a fait une enquête autour de vous. Alors, il dit, je n'ai pas besoin de votre affiliation politique. Je vous ai dit, et je le répète, vous êtes compétente, vous êtes intègre, vous avez une vie de famille stable et vous aimez la Guinée. Alors, je dis vraiment, je dis, Monsieur le Président, je suis honoré par cette confiance. Il y a des millions de femmes en Guinée. Si votre choix est tombé sur moi, je dis, je suis très honoré. Je dis, mais laissez-moi aller demander l'avis de mon mari. Alors, il me regarde, il me dit, Madame, je vous ai dit que je veux vous nommer ministre. Je dis, oui, Monsieur le Président, j'ai compris. Je dis, mais j'ai besoin de l'avis de mon mari. Alors, Allemand, il faut décider, la paix à son âme, lui dit, en sous-sous, il dit, Président Gara Mori Moutin, Moutim Mago. Alors, il le regarde Sidya, Sidya dit, Président, il t'aime de raffer nana Kenego. Alors, il dit, Madame, c'est vrai, il dit, votre mari, je dis oui. Il dit, vous ne pouvez pas accepter de... Je dis non, Président. Je dis, c'est mon mari, je lui ai fait beaucoup d'enfants. C'est mon ami, c'est mon collaborateur et c'est mon époux. Je dis, s'il n'accepte pas que je rentre au gouvernement, il va me pourrir la vie à la maison. Et je n'aurai pas l'efficacité que vous attendez de moi. Je dis, c'est pourquoi il faut que j'ai son accord. Il me dit, ah oui. Il me dit, il vous faut combien de temps pour avoir cet avis?
Je dis 3 jours. Il dit non, je vous en accorde. Je dis 72 heures. Il dit non, je vous donne 24 heures. Demain, à pareille heure, il faut que vous me disiez l'avis de votre mari. J'ai dit, je vous remercie, Excellence. Il me dit, vous pouvez partir. Alors, je quitte. J'étais vraiment choquée, surprise. Mais en descendant les escaliers, je trouve Koumba Diakité qui était assise dans une salle d'attente en bas. Alors, je dis, donc je dis, finalement... Ce sont les consultations. Voilà, ce sont les consultations préliminaires à la formation d'un gouvernement. Donc, je quitte, je vais directement au bureau de mon mari. Je lui pose la question, je dis, papa, bonjour, il me dit, oui, d'où viens-tu? Je dis, je viens de la présidence. Il me dit, quelle présidence? Je dis, de la République. Il dit, qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Je dis non, je dis c'est Sidia Touré qui m'a amené. Alors il me dit, ah oui, ta sœur m'a dit que Sidia Touré te cherche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on te veut? Et puis je lui explique la scène. Il dit, tu as dit au président que tu n'accepterais pas si je n'accepte pas. Je dis oui, papa. Je dis, tu as plus d'expérience politique que moi. Tu es mon mari. Tu es le père de mes enfants. Si j'accepte une fonction gouvernementale sans ton accord et que tu ne veuilles pas que je sois là, je ne serai pas efficace. Je dis, c'est pourquoi j'ai besoin de ton accord. Mon mari ne parle pas beaucoup. Il me dit, d'accord, je vais réfléchir. Tu as dit au président que tu vas me demander, je dis oui. Et il t'a dit, dans 24 heures, il dit, d'accord, je vais réfléchir. Donc j'ai quitté, j'ai rejoint mon bureau. Alors, je vais, on passe la journée, normalement, je travaille. Mais la nuit, mon mari a passé une bonne partie de la nuit à prier. Le lendemain matin, j'étais prête à aller au bureau. Je lui dis, papa, moi je vais au bureau. Il me dit, non, pose ton sac, fais tes ablutions et donne 2 rakats. Et tu demandes à Dieu de te faciliter la mission qui va être la tienne. Et tu demandes tout ce que tu veux faire si tu es nommé pour le pays. C'est un grand croyant. Il dit, mais je te préviens, tu ne resteras pas longtemps. Je dis, dans ce cas, pourquoi accepter? Il me dit, non, va dire oui. Il dit, parce que l'après-ministère sera meilleur au ministère. Est-ce que ces prières nocturnes n'étaient pas des prières de consultation? Bon, ça c'est entre lui et Dieu. Il est d'une famille maraboutique. D'accord. Ils sont imams de père en fils pratiquement. Donc il accepte finalement. Il accepte. Donc moi je fais mes prières. Et puis je prends le téléphone, j'appelle Sidia Touré. Je lui dis, Sidia, mon mari a accepté. Il éclate d'un gros rire. Je dis, Sidia, pourquoi tu éclates de rire? Il dit, parce que depuis hier, moi j'ai dit au président que ça sera oui. Il dit, parce que autant on a enquêté sur toi, mais on a enquêté sur ton mari aussi. Oui. Il dit, ton mari est un ancien député. Il a été député à l'Assemblée nationale à 28 ans, en 1963. La première législature post-indépendance, il dit, ton mari était député dans cette assemblée. C'est un enseignant, il a gravi tous les échelons. Il est devenu inspecteur primaire. Ensuite, il a été diplomate pendant plus de 10 ans. Il dit, Sarah, on connaît ton mari. Il dit, on connaît son parcours. Il ne pouvait pas te dire non. Il transmet la commission au président. Il transmet le... Et c'est comme ça que je suis rentrée.
Le lendemain, le décret tombe, je suis nommé ministre des Affaires sociales. Vous n'êtes pas consulté quand même pour savoir quel département vous voulez occuper? Non. D'accord. Alors, à votre prise de fonction, puisque c'était un premier département, comment vous avez organisé les choses? Quelle était la première impression que vous avez eue? Écoutez, quand je suis venue dans le département, comme je vous l'ai dit, ça faisait 12 ans que j'avais quitté la fonction publique, je ne savais plus comment notre administration était organisée. La première chose que j'ai faite, j'ai appelé le ministre, je suis rentrée en contact avec le ministre de la fonction publique et je lui ai demandé d'envoyer ces techniciens qui pouvaient m'expliquer quelle était la structure du gouvernement, quelles étaient les passerelles entre les ministères, comment ça se faisait. Alors, il m'a envoyé le Centre de perfectionnement administratif, le CPA. Le CPA, c'est une institution du ministère de la fonction publique qui s'occupe de la formation permanente des fonctionnaires de l'État. Et le ministre m'a envoyé un de ses conseillers, M. Lansana Kourouma, qui était un promotionnaire aussi, qu'on appelle Kant, et puis Moussa Kone. Alors, ces deux sont venus, je leur ai dit, écoutez, donnez-moi la copie du décret qui crée le ministère des Affaires sociales. Parce que quand même, vous dirigez un département, il faut savoir quelles sont ses attributions. Ses attributions, mais également quelle est la structuration que vous pouvez faire. Ils sont venus vraiment, ils m'ont dit, écoute, tu sais, tu as une démarche presque scientifique. Il dit, tu nous demandes, je dis, mais oui, moi je n'étais pas dans la fonction publique, il faut que je sache ce qui se passe. Oui. Alors, donc, bref, ils m'expliquent comment ça marche, je leur dis, bon, écoutez, faites-moi le diagnostic institutionnel du département pour savoir quelles sont les ressources humaines que j'ai et quelles sont leurs compétences pour que je sache qui va faire quoi ou qui peut faire quoi. C'est ce qu'ils ont fait. Et après, je leur ai demandé de me suggérer une structure qui permette au ministère vraiment d'atteindre l'objectif qui lui était fixé dans le gouvernement. En même temps, je suis allée demander à Sidi Touré, toi qui as été directeur de cabinet d'un Premier ministre, qui a été nommé dans des circonstances presque similaires, parce que le président Houphouët-Boigny avait fait venir Alassane Ouattara à l'époque, n'est-ce pas? C'était pour sortir la Côte d'Ivoire d'une crise en 1980. Donc, je dis, c'est une situation qui se répète chez nous. Tu as vu comment ton patron, le Premier ministre Ouattara, a fait pour restructurer l'administration et pour sortir la Côte d'Ivoire. Alors, il m'a dit, je dis, quels sont les conseils que tu me donnes? Il me dit, je n'ai pas de conseils à te donner sur le plan technique. Toi, tu maîtrises les sujets qui sont dans ton portefeuille. Tu es chef d'entreprise, ça fait plus de 10 ans que tu es dans les ONG, donc les questions sociales, tu les maîtrises. Tu es membre tu es à la tête d'une coordination d'ONG féminines. Donc les questions féminines, tu as participé aux conférences mondiales sur la population au Caire en 1994. J'ai participé à la conférence de Beijing en 1995 sur la femme, la conférence de Rome sur l'alimentation, la conférence d'Istanbul en 1997 sur l'habitat. Il dit, tu es à la tête d'une coalition d'organisations qui ont participé à toutes ces réunions. Donc, vraiment, tu as une maîtrise des sujets qui sont dans ton département. Il dit, maintenant, puisque tu me demandes des conseils, il me dit, la première chose que je te demande, ne touche pas à l'argent. Tu n'en as pas de toute façon beaucoup. Il dit, mais je te connais, tu vas aller chercher l'argent. On va en arriver tout de suite à votre budget. Donc, il me donne des conseils. Il me donne des conseils et je retourne. Donc, je fais le diagnostic institutionnel. Je remarque qu'il y avait beaucoup de lacunes. Il y avait beaucoup de lacunes.
que vous pouvez nous en citer? Les lacunes, c'est-à-dire que d'abord le ministère, le décret même qui créait le ministère, je ne l'ai pas trouvé sur place. C'est moi qui ai fait venir de la fonction publique. Ça, c'était une première lacune, de manque d'information. Deuxièmement, n'est-ce pas, un ministère, il n'y avait pas de politique nationale en place. On avait 3 secteurs importants. Je n'ai pas trouvé de politique nationale en place. Je dis, mais un ministère, et c'est une institution politique. Absolument. Si nous n'avons pas de politique dans les domaines qui nous sont confiés, comment on va naviguer? Donc, immédiatement, je demande au PNUD de m'envoyer des experts. Ils m'en ont envoyé 3, n'est-ce pas? Mariam Touré du Sénégal, Yvonne Djok du Cameroun et monsieur Ibrahim Assané aussi du Sénégal. Donc, je conçois les 3 politiques nationales. Ça, ce sont les actions que vous entreprenez Oui. après avoir fait un constat des lacunes. Le diagnostic diagnostic. et découvert les lacunes. Alors, ça m'amène à vous poser la question sur les actions que vous avez. Donc, après le diagnostic, qu'est-ce que vous avez entrepris? Il fallait renforcer les capacités du personnel. Il fallait rationaliser l'utilisation des ressources humaines dont j'avais hérité. Il fallait se fixer des objectifs très clairs auxquels l'ensemble du personnel pouvait adhérer. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Cette démarche, n'est-ce pas? Je la voulais parce que moi, je venais du secteur privé. Je voulais des résultats. Surtout que mon mari m'avait prévenu pour dire « tu ne resteras pas longtemps ». Donc, fais tout ce que tu dois faire vite. Alors, en 6 mois, j'ai élaboré les politiques et j'ai demandé à faire un programme cadre sur 5 ans, qu'on a appelé le programme cadre genre et développement, qui était l'opérationnalisation de la politique sur la femme. Parce que je dois dire en passant que quand je suis devenue ministre, j'étais préoccupée par le fait que la Guinée, qui avait été pionnière en matière de promotion de la femme, avait régressé sur le plan international. J'étais préoccupée. Je voulais que la Guinée fasse, n'est-ce pas, un meilleur usage de son potentiel, mais aussi de son passé, pour permettre vraiment un repositionnement du pays. Alors, le programme cadre genre et développement, Mme Hélène Johnson Sirleaf était directrice Afrique du PNUD à New York. M. El Kabash était président de la Banque africaine de développement. Finalement, n'est-ce pas, en 6 à 7 mois, j'ai pu mobiliser 8,5 millions de dollars. Ça, c'est une prouesse. Voilà. Et sur non seulement le renforcement, 3,5 millions de dollars pour le renforcement institutionnel et 5 millions pour un appui à un programme qui avait été conçu auparavant. Je crois que c'est Mme Makale qui était à l'époque ministre de la promotion féminine. C'est en son temps que ce programme avait été initié, mais les négociations ont continué après elle avec Mme Yvonne Condé, paix à son âme. Mais le programme était arrivé à la BAD et n'avait pas été accepté et n'avait pas reçu de financement. Donc, moi, je n'ai fait que terminer le travail que mes prédécesseurs ont eu à faire. Alors, donc, on a fait ça et on a commencé les formations. Les voyages d'études, j'avais fait venir une de mes camarades, une amie d'enfance, qui avait travaillé au Mulpoc. C'était une institution de la CEA, la Commission économique africaine, mais qui était basée à Niamey. De là-bas, elle était venue à la BAD, mais elle avait été remerciée de la BAD. Donc, je me disais, avec 15 ans d'expérience dans les institutions internationales, sa présence allait m'aider à rationaliser un peu le fonctionnement de la Direction nationale de la promotion féminine
c'est elle que j'ai fait venir pour la faire nommer directrice nationale de la promotion féminine. Donc, on a continué. Le directeur, j'ai fait venir une dame du ministère du Commerce, Mme Kani Diakité, pour la nommer directrice de l'action des affaires sociales. Et j'ai fait venir l'ambassadeur d'Irus Doré, qui avait été ambassadeur au Mali et au Ghana, un excellent, un expert en matière d'éducation non formelle, n'est-ce pas? Le père de Mme Domani Doré. Je l'ai fait venir comme directeur de l'enfance. Et lui, même dans le cadre toujours du renforcement des capacités, je l'ai envoyé à l'université Makerere en Ouganda pour voir un peu des questions liées à la petite enfance. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez les moyens de votre politique à l'époque? Mais je vous ai dit, moi j'ai mobilisé beaucoup d'argent dès que je suis arrivé, moins de 6 mois. Vous aviez un budget? Non, le budget de l'État, je n'en parle pas parce que c'était un ministère qui n'était pas du tout. Je ne vous parle pas du montant que j'ai trouvé sur le compte du ministère. C'était ridicule. Bon, c'est grâce au financement que j'ai mobilisé, n'est-ce pas, que j'ai pu réaliser les formations, les voyages d'études, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire, les activités sur le terrain. C'est dans ce cadre que l'UNICEF m'a fait faire une étude sur les 4 priorités que je pouvais me fixer dans les actions des femmes. On m'a dit, le premier secteur qui emploie le plus de femmes, n'est-ce pas, c'est le secteur du textile. Ensuite, le petit commerce, l'agriculture. De l'agriculture, le petit commerce. Et les services en 4e position. D'où l'origine du projet de promotion du textile traditionnel que vous voyez aujourd'hui. En 1996, les Guinéens ne portaient pas d'indigo. Personne ne voulait porter l'indigo parce que ça salissait. Donc, j'ai fait venir un expert suédois, un expert malien. J'ai fait acheter des métiers à tisser. Un tisserand est venu du Mali parce qu'avant, les Guinéens avaient des bandes de tissu qui étaient de moins de 15 cm. J'ai fait venir des métiers à tisser pour que nos tisserands fassent des tissus de 30 cm, 60 cm, 90 cm de largeur. Et j'ai fait venir les tisserands de la Moyenne Guinée, de la Guinée forestière, de la Basse-Côte et de la Haute-Guinée. Ils ont fait une formation à l'usine textile de Sanoya. C'est là où on a installé les métiers à tisser et on leur a appris à faire le tissu que vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas, avec nos tisserands. Mais également, j'ai fait venir les teinturières parce que cet expert suédois, je lui ai dit, en 1959, la Guinée a organisé un atelier de formation des femmes teinturières de toute l'Afrique, à Kindia. Je dis, mais aujourd'hui, le Mali nous a dépassés, la Sierra Leone. Donc, il fallait retrouver la place d'antan. Il fallait qu'on se démarque. Oui. Je dis, l'indigo pur, c'est notre spécialité. Oui. Aidez-nous à relancer ce secteur. Pour que, il faut qu'il y ait une fixation. À côté de cet expert suédois, j'ai pris contact avec l'université Gamal Abdel Nasser et je leur ai demandé de me donner 2 étudiants qui étaient en train de terminer leurs études pour qu'ils fassent des études sur les fixateurs naturels, n'est-ce pas, de l'indigo. Parce que l'indigo fait partie de notre histoire. Depuis 2 siècles, 3 siècles, en tout cas moi quand j'étais gosse, ma mère faisait de l'indigo. Donc j'ai demandé qu'on ait, ces étudiants-là nous étudient les fixateurs pour que l'indigo soit choisi. Alors, Madame la ministre, vous parliez tout à l'heure de votre budget qui est insignifiant et on n'imagine même pas le salaire qu'on vous a proposé. 980 000 francs guinéens. C'était le salaire à l'époque du ministre de la République. Ouais. Ça faisait même pas 1 million. Ah oui. D'accord. Alors, dans l'exercice de votre fonction,
est-ce qu'on peut avoir une idée, est-ce qu'on peut savoir réellement quelles étaient vos plus grandes réussites? Qu'est-ce que vous avez réussi à la fin de ce débat? Bon, je crois que moi, ce que j'ai réussi, et dont je suis très fière, n'est-ce pas, ce sont deux actions. La première action, c'est la valorisation du textile traditionnel. Ça, j'en suis fière. On n'en parle pas beaucoup, mais personnellement, je suis fière d'avoir fait du kendeli, du lépi, des tissus que les Guinéens utilisent maintenant pour s'habiller. Parce que ce n'était pas le cas quand moi je suis devenue ministre. Aujourd'hui, les Guinéens sont fiers de porter le kendeli, le pagne indigo en général, n'est-ce pas, le lépi. Le projet n'a pas continué quand j'ai quitté, mais la tendance était lancée. Le processus est devenu irréversible parce qu'on est allé d'amélioration en amélioration. Et dans le même cadre, j'ai fait venir le meilleur couturier du continent, Alfadi. J'ai fait venir Alfadi en mars 1997. J'ai fait venir Djouma Daraté du Sénégal. Elle était la couturière de Abdou Diouf, de Mobutu Sese Seko et de Kadhafi. J'ai fait venir Madame Kébé du Mali. J'ai fait venir Françoise Zawi de la Côte d'Ivoire, c'est la couturière du président Gbagbo. Et j'ai instauré une nuit du textile traditionnel. Ça, c'était en 1997. En 1997, chaque année, au mois de mars, j'organisais une nuit du textile traditionnel et j'ai mis en place une compétition où j'ai dit aux teinturières, chaque dessin, parce que à Kindia, mais aussi au Fouta, les dessins étaient les mêmes. J'ai fait venir du textile du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal. Je leur ai dit, écoutez, ce sont ces tissus qui sont vos concurrents à l'international. Faites-moi un tissu qui peut faire la concurrence à ces tissus-là. Et c'est comme ça que j'ai fait venir donc ces grands couturiers. Si vous avez les images d'archives, le président Gbagbo a porté dans les années 97-98 beaucoup de chemises en kendeli. Donc, première action dont vous êtes fier, c'est la C'est le valorisation textile. du textile. La deuxième action, j'ai fait venir un ingénieur chimiste de l'université d'Ibadan au Nigeria pour voir comment minimiser les pertes post-récolte des produits agricoles, la transformation des produits agricoles, qu'on faisait déjà à Kindia. La Loire-Atlantique travaillait déjà avec Kindia. Kindia, dont le maire était un collègue, un pharmacien, il est décédé, paix à son âme, Dr Dramé. Ils avaient mis en place une pépinière d'entreprise, une association Guinée 44, avec l'Amphia Berité, avec Madame Barry, je crois, Madame Diallo. Et il y avait vraiment, déjà au niveau de Kindia, Oui. à Foulaya, une pépinière d'entreprise agricole. Et ils faisaient déjà la transformation des produits agricoles là-bas. Mais de 1987 pratiquement jusqu'à 1996, ça se limitait à Kindia. Alors moi, j'ai recruté donc cet expert nigérian. Je lui ai dit, ça ne doit pas rester à Kindia seulement. Il faut que l'ensemble du pays puisse transformer, parce que chaque région a ses produits propres, n'est-ce pas? À ses propres produits agricoles. Donc il faut aider les agriculteurs, mais les femmes, pour transformer. Et c'est comme ça que ce monsieur a fait la formation à Bokeh, à Farana, à Kankan, à Gekedou. Il est venu, il a conçu un séchoir
j'ai fait venir des menuisiers pour apprendre à fabriquer ces choix. Il y avait un vieux Guerzé qui était menuisier à Madina. Je l'ai fait venir. Il était très enthousiaste. Ils ont commencé à fabriquer les métiers à tisser. Non seulement les métiers à tisser, le pagne tissé, mais aussi les séchoirs. Donc c'est comme ça que la transformation, la confiture, les mangues séchées, l'ananas séché, le fonio pré-cuit, tout ça, le monsieur a fait le tour de la Guinée pour chose. Et une petite anecdote sur le savon. Il y a un savon au marché qui s'appelle Kabakoudou. C'est un gros savon qui est fait avec l'huile de palme. La Guinée importait ce savon de la Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur ingénieur chimiste, quand il est venu, Madame Rougui Bari était maire de la commune de Matam. Ce monsieur est allé au marché, il a vu ce savon. Il dit, ah madame, vous produisez ce savon artisanal ici? Je dis, non, on achète en Côte d'Ivoire. Il me dit, mais on m'a dit que vous avez de l'huile de palme. Comment se fait-il que vous ne produisiez pas ce savon artisanal? Il n'y a pas de technologie particulière. J'ai dit, bon, est-ce que vous pouvez enseigner ça à nos femmes? Il dit, mais bien sûr. J'ai appelé Rougui Bari. J'ai dit, bon, Rougui, on va aller faire le test de Conakry chez toi, dans la cour de la mairie de Matam. Oui. Donc, c'est dans la cour de la mairie de Matam que nous avons fait la première formation pour la fabrication du savon Kabakoudou à Conakry. Et je l'ai envoyé à Guékédou, parce que l'huile de palme à partir de Guékédou, vous avez de Kissidougou même, il y a l'huile de palme jusqu'à Yomou, Zérékouri, pour faire le savon. Pour une expansion du projet. Pour une expansion du projet. Alors au titre de ce que vous avez voulu faire et que vous n'avez pas eu l'occasion ou le temps de faire, vos échecs, est-ce que vous en avez eu? Il y a un autre projet dont je suis très contente. Donc, il y a ces deux projets, la transformation des produits agricoles et le textile. Mais ce dont je suis fière aussi, c'est d'avoir fait comprendre aux gens, y compris à certains membres du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales n'était pas un ministère pour organiser des grandes cérémonies où les femmes vont danser et chanter. Je voulais que le ministère de la femme soit considéré comme un ministère technique. Et j'en ai fait un ministère technique. J'en ai fait un ministère technique. Et je vous ai dit, nous avons fait une politique sur la promotion de la femme, oui, n'est-ce pas, qu'on a fait adopter par le gouvernement. La Guinée a été le premier pays en 1996 à avoir un programme cadre sur le genre en Afrique au sud du Sahara. La Guinée a été le premier pays. Et ça, j'en suis très fière parce que de la promotion féminine, on est allé au genre, n'est-ce pas, très rapidement en Guinée. Donc ça, pour moi, c'est une chose. Ensuite, dans le domaine de l'éducation, on parle du ministère de la femme comme étant une exclusivité du ministère de la femme. Non. La femme, c'est une question transversale. Le ministère de l'Éducation est intéressé parce qu'il y a des filles qu'on éduque. Le ministère du Commerce, parce que dans le secteur informel, les femmes sont majoritaires. Le ministère de l'Agriculture, les femmes sont majoritaires. Le ministère de la Pêche, les femmes sont majoritaires. Alors, je n'ai pas voulu que vraiment le ministère soit considéré comme un ministère où on vient, on chante, on danse à l'occasion des fêtes nationales, que ce soit la fête de la femme. Parce que même aujourd'hui, même à la tête du département, par exemple, vous avez remplacé une femme, c'est une femme qui vous a remplacé, les femmes continuent à se succéder à la tête du département. Est-ce que dans le subconscient, on ne considère pas que c'est un ministère dédié uniquement aux femmes? Ça, c'est une des batailles que j'ai menées quand j'étais au gouvernement. Et une autre anecdote aussi, n'est-ce pas? Pendant 6 mois, de juillet jusqu'à décembre,
Mes collègues du nouveau gouvernement ne faisaient que nommer des hommes. Alors, au cours d'une rencontre, je dis, mais il faut nommer des femmes. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, mais où sont ces femmes que vous voulez qu'on nomme? La question m'a choquée. C'est pourquoi le programme de renforcement des capacités, pour moi, a été un outil précieux. J'ai fait venir un cabinet de formation et de perfectionnement de la Côte d'Ivoire, Marfim International. J'ai formé 100 femmes, 40 de la fonction publique, 40 des ONG et 20 du secteur privé. Si vous étiez ce jour aux affaires, que feriez-vous?